On n'a jamais rien avancé dans la vie sans prendre des risques. Je pense qu'il faut attacher à la créativité la capacité de travailler en collaboration. Et c'est deux choses qui vont ensemble. Moi, si j'étais ministre de l'Éducation, j'instaurerais des programmes là-dessus. Bienvenue à notre balado Osons la suite qui porte sur l'innovation et la créativité en compagnie d'Isabelle Sénécal et Hugo Cavenaghi. Bonne écoute. Alors bonjour, bienvenue à nos auditrices et auditeurs, bienvenue à nos podcasts Osons la suite. Nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir Jacques-André Dupont. Alors bonjour Jacques-André. Bonjour. 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 Jacques-André, on va se tutoyer, hein, on se connaît un peu. Bien sûr. Par amis interposés. Puis j'informe aussi les gens qui nous écoutent que Jacques-André a eu sa fille qui est venue à notre collégial il y a 5, 6, 7 ans. Un peu moins parce qu'elle a fait 2 ans d'université qu'elle a fini. Donc il y a 4 ans. Ouais. D'accord. Donc c'est à cette occasion que je connais Jacques-André. Alors, écoutez, je vais te demander si tu veux bien de nous parler un peu de toi, parce que bon, les gens te connaissaient comme PDG de Spectra, t'as changé de carrière, donc j'aurais aimé un peu que tu nous parles un peu. Bon, t'as de nombreuses passions, t'as de nombreux talents. Si tu pouvais nous faire un petit résumé de ta carrière, ta formation, où tout en est rendu. On est tous passés par une période un peu particulière. Ces deux particulièrement. Donc, si tu pouvais nous brosser un peu, nous faire un petit update de toi, s'il te plaît. Tu veux que je te parle de ce qui s'est passé récemment? Commençons par passion, talent, ta formation, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, puis après, je t'emmènerai ailleurs au besoin. OK, moi, je suis né à Paris de parents québécois qui étudiaient là-bas, mais j'ai grandi à Sainte-Foy. Donc en banlieue de Québec, j'ai fait mes études jusqu'à l'université. Donc tu n'es pas français? Non, t'as pas le droit de... Heureusement. Non, parce que en France, c'est le droit du sang. Ouais. Ici, c'est le droit de la terre. Un bébé qui tombe ici, boum, il est canadien. Exact. Et puis, donc, moi, j'ai un attachement avec la France parce que je suis quand même né là, baptisé à Notre-Dame. Le jour où De Gaulle faisait un speech, donc à Notre-Dame, les photos de bébé, on est seul, ce qui est complètement extraordinaire parce qu'il y a toujours du monde à Notre-Dame. Hein, c'est une des attractions touristiques principales. Bref, j'ai grandi à Sainte-Foy, fait mes études là-bas, été à l'Université Laval et puis en courant d'université, j'ai décidé de venir à Montréal, donc étudier à Concordia en communication. Mais j'ai eu des problèmes financiers, donc je suis un drop-out de l'université et j'ai commencé rapidement à travailler au début dans le domaine de la photo. Et puis, rapidement, à 23 ans, j'arrivais à l'équipe Spectra. L'équipe Spectra, qui est le producteur du Festival de jazz, des Franco de Montréal, Montréal en lumière, etc. Nuit Blanche à Montréal. Donc, j'ai fait presque 32 ans à l'équipe Spectra. Moi, je suis devenu un associé, un copropriétaire 5 ans après mon arrivée. Et puis, j'ai grandi dans l'actionnariat. Et la dernière tranche Spectra, c'est quand on a vendu l'entreprise. On a vendu au groupe CH à Jeff Molson. Et puis, moi, je suis resté, je suis l'ancien propriétaire qui est resté pour l'opérer comme PDG pendant 6 ans. Aussi avec un rôle dans le groupe CH, j'étais vice-président exécutif du groupe CH. Et puis, jusqu'à 2 mars 2020, où j'ai décidé de faire le saut et je suis rentré chez C2 Montréal, C2 International, le premier jour de la pandémie. Et puis, ça a été une entrée fracassante parce que le matin de mon arrivée, j'avais des employés que je connaissais pas qui faisaient la file devant mon bureau pour annuler des événements. On avait des choses en Australie, en Asie, en France, C2 Montréal. Et puis, en quelques jours, j'étais obligé de mettre à pied 80% de l'équipe. Donc, on est passé de 150 employés à 30.
Ça, c'est comme dans Nikita, le vidangeur, là, ou le nettoyeur. Ben, c'est comme ça que je me sentais. Mais c'était assez étrange parce que on a parlé à beaucoup de monde dans la même journée. Là, et puis tout le monde comprenait. Je veux dire, c'était clair. Là, on était passé à 0 revenu. Et donc, le message qu'on leur a passé, on va se battre pour relancer, puis vous ramener. Et puis, en bonne partie, on a ramené beaucoup de monde là, depuis. Donc, mais il reste que l'industrie événementielle comme celle de la restauration, comme celle du tourisme, les hôteliers, tout ça, ça a été un bain de sang là, pour ces industries-là. C'est clair. Tes passions, on parle de guitare, on parle de musique, on parle de photos. Ben oui, moi je suis un guitariste de dimanche, très jeune, puis notre ami commun, Louis, je te salue si tu regardes, on avait notre band d'étudiants au secondaire, très typiquement la meilleure façon de rencontrer des filles. Et puis tout ça. Et puis ben j'ai gardé cette passion-là. Je suis plus vieux, j'ai même collectionné les guitares. J'ai une bonne collection. Excellent placement financier. Et puis, mais en cours de route aussi, j'ai développé une passion pour la photo. J'ai même gagné une partie de mes études comme photographe sur toutes sortes de projets. Et puis, malheureusement, une journée, il y a quelqu'un qui a fracassé les vitres de ma voiture et qui a volé tout mon équipement. Et à l'époque, je n'étais pas assuré, j'étais cassé. Et puis, j'ai complètement arrêté. Mais tu vois, en 2012, je me suis remis à la photo. Et puis, c'est devenu important dans ma vie. C'est probablement la manière dont j'ai réussi à créer une espèce d'équilibre, même au niveau de ma santé mentale, parce que je me suis mis à la photo animalière et donc je suis souvent dans des endroits sauvages au Québec ou à l'étranger. Normalement, je vais même jusqu'à 2 fois par année en Afrique pour photographier. Et donc ça, pour moi, c'est devenu quelque chose d'important, à la fois parce que c'est bon pour ma tête, et puis ben j'ai gagné une certaine reconnaissance. Mes photos ont été publiées dans National Geographic, elles ont fait le tour du monde, Paris Match, la Pravda en Russie même. Je suis pas sûr que ça se passera encore aujourd'hui comme ça, mais tout ça pour dire que j'ai réussi, je dirais, à créer un équilibre entre ma vie professionnelle, mes passions personnelles, puis même ma vie familiale, parce que tout ça s'inscrit là-dedans aussi. Hein. Mais excuse-moi de t'interrompre parce que je trouvais ça intéressant. Je t'ai déjà entendu dire ça. On dit souvent, trouvez-vous une passion, parce que si vous travaillez plus tard et votre travail est une passion, ben, ça va être beaucoup plus facile. Ça va moins ressembler à un boulot. On va avoir moins tendance à venir travailler en marche arrière. Puis toi, tu disais, attention, parce qu'à un moment donné, si justement le travail c'est sa passion, ben là on risque peut-être de s'épivarder puis en mettre trop, puis ça prend un équilibre, et peut-être avoir des passions en dehors de son boulot, c'est quelque chose de peut-être plus, je cherche mes mots là, pas serein, mais plus équilibré. Je trouve ça intéressant, on n'entend pas souvent ce genre de choses. Ouais, ben c'est sûr que je suis passionné par mon travail. Est-ce que c'est ma seule passion? Pas du tout. Puis, mais il y a eu une époque où c'était ma seule passion. Et c'est ma blonde qui m'a dit à un moment donné, tu t'en rends pas compte, là, mais c'est malsain ce que tu fais. Et puis, tu t'oublies. Tu n'es plus du tout au centre de ta vie. C'est le travail, tes employés. J'ai été gérant d'artistes, les artistes que je gérais. Et puis, il n'y avait plus rien qui était... personnel, si on veut. Ouais. Et puis c'est elle qui m'a un peu shaké à ce moment-là, qui m'a dit pourquoi tu ne retrouves pas quelque chose qui a aucun objectif de rémunération et qui est relié à simplement quelque chose qui te fait vibrer toi comme personne. Se vider la tête, faire autre chose, penser à autre chose. Puis moi, je suis quelqu'un qui souffre d'anxiété panique. Il y a plusieurs années, j'ai fait mon coming out comme homme d'affaires pour expliquer que j'avais une affection mentale qui affectait ma vie au quotidien, que j'ai réussi à faire soigner. Puis je suis encore médicamenté aujourd'hui, mais je te dirais que le fait justement de développer des passions en dehors du travail puis de faire des choses qui auraient un impact sur ma santé mentale, ça a contribué justement à trouver mon bonheur puis à faire que je suis probablement un meilleur patron aujourd'hui aussi. Là. Tu as une très bonne blonde qui te guide bien. Oui.
Oui, oui, oui. Oui, puis ma blonde, c'est quelqu'un qui a les pieds solidement ancrés sur le plancher. Puis moi, j'ai tendance des fois à avoir la tête dans les nuages. Et puis, c'est la première à me le dire, là. Et je te dirais que ça fait partie de mon équilibre. J'aime l'image les deux pieds sur terre puis la tête dans les nuages parce que à t'entendre, on reconnaît chez toi, l'artiste. Hein, tes passions sont liées aux arts, la photo, la musique, etc. Mais tu es aussi un homme d'affaires de haut niveau, un gestionnaire, mais un entrepreneur de haut niveau. Et ces deux champs-là demandent des compétences, des intérêts qui sont différents. Moi, j'aimerais qu'on aborde, qu'on aille vers le sujet de la créativité, parce que tu es une personne créative. Comment cohabite, parce que dans ton travail, tu travailles dans le domaine des arts, mais à titre de gestionnaire, d'homme d'affaires, comment est-ce que ces deux facettes-là cohabitent ensemble? Comment une aide l'autre? C'est quoi l'influence, le rôle de l'une vers l'autre? Et c'est quoi la place de la créativité là-dedans? Est-ce que c'est parce que tu t'es intéressé aux arts que tu es créatif ou tu es créatif de nature? Comment est-ce que tu vois ça? C'est une maudite bonne question. Je pense que je suis quelqu'un qui a une sensibilité créative. Artistique, culturelle, une curiosité aussi. Je ne pense pas que je suis un créatif au sens d'un créatif d'une agence de communication ou de publicité, par exemple. Mais je crois que la créativité fait partie de la boîte à outils que j'utilise tous les jours. Et puis c'est un discours que j'ai en ce moment chez C2. La créativité n'appartient pas juste aux créatifs. Trouver des solutions créatives dans tous les aspects d'un travail, d'une organisation, permet, je crois, permet le succès pour une organisation. Avoir une problématique financière dans une entreprise, par exemple, ça prend des gens de finance qui ont de la créativité pour réussir à s'en sortir. Ça prend des gens puis il y a beaucoup aussi, moi je pense que le succès vient d'avoir une certaine forme de créativité, mais une capacité au travail collaboratif. Puis pour moi, ça, c'est central dans le succès de ma carrière et puis le succès des projets que je fais. À un moment donné, je décrivais mon plus grand plaisir dans une organisation. Là. Je le décrivais en parlant, puis c'est pas une bonne analogie en ce moment pendant qu'il y a une guerre, là, mais je décrivais ça comme il y a une série qui m'a frappé qui s'appelle Band of Brothers. Puis on suit un bataillon qui traverse la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un petit côté comme ça que j'aime, c'est-à-dire l'espèce de cohésion de groupe quand tu as une mission, on va appeler ça comme ça, et puis que tu réussis parce que le groupe est plus fort que chacun des individus pris séparément, là. Et donc, pour moi, je pense qu'il faut attacher à la créativité la capacité de travailler en collaboration. Et c'est deux choses qui vont ensemble. Et puis, en fait, c'est même quelque chose que je trouve qui manque dans... Puis là, on est dans une institution d'éducation ici. Moi, si j'étais ministre de l'Éducation, j'instaurerais des programmes là-dessus. Parce que moi, je crois au pouvoir du groupe, je crois au pouvoir de la communauté, puis je crois au pouvoir du travail collaboratif. Puis c'est des métiers qui se sont développés dans les dernières années. Hein. Toute la notion du design thinking, puis la capacité de trouver des solutions à des problèmes, justement par le pouvoir du groupe. Alors, donc, je sais que je m'en vais loin de la créativité avec ça, mais pour moi, c'est aussi d'avoir de la créativité dans la manière dont on aborde les problématiques au quotidien, les petites puis les grandes. Une définition de la créativité? On jaillit ça, je suis dans une école puis j'ai pas la bonne réponse. Il n'y a pas de réponse, justement. On veut plus justement poser des questions aux enfants. Ouais. Il y a une seule réponse. Tu vois, ça fait partie de la créativité aussi, là. Ouais, puis tu sais, il y a la créativité est différente selon la paire Dieu.
Il y a le point de vue. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que une solution créative, il y en a plusieurs. Puis ça dépend du contexte, ça dépend de qui est en train de constater. Puis probablement que je fais une différence entre l'art et la création. Alors, moi, je dirais que la création, c'est la capacité de... Puis moi, je suis beaucoup dans les résolutions de problèmes, probablement à cause de mon métier. Mais c'est la capacité de trouver un chemin, je te dirais. Différent? Qui peut être différent ou qui le tient. OK. Ouais. Il y a une notion, moi, que j'aime beaucoup dans la créativité, c'est pour moi qui l'ai inventé, c'est embrasser l'inconnu. Ça prend une part, ça prend une personnalité pour dire, OK, on va essayer, on va risquer, on sort un peu de la zone de confort. Est-ce que c'est un trait de personnalité qui t'habite? Oui. Oser, l'audace, tous ces trucs-là. Là. Ouais. Oui, prendre des risques. Oui, ça prend des risques. Oui, prendre des risques. On n'a jamais rien avancé dans la vie sans prendre des risques. Sans sortir de... tu dis osons l'inconnu, là. Oui. Mais sans sortir du connu. Puis ça prend des gens qui sont capables de le faire. Après ça, il y a des gens qui sont capables de le suivre aussi. Là, puis j'ai vu des gens très créatifs qui n'étaient pas capables de livrer leur vision. Puis que ça prenait des enablers, des gens qui sont capables de livrer la vision créative. D'accoucher les idées. Il y a beaucoup de rêveurs, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à concrétiser des rêves ou des idées. Le nombre d'excellentes idées mal réalisées, c'est énorme. Là. Et puis des fois, tu vas voir des gens qui vont arriver, puis ils vont simplement avoir la même idée, mais ils vont savoir la réaliser. Comment faire? Fait que donc, c'est... Je sais que je dérape, là, mais... Non, mais ça s'enseigne, ça s'apprend la créativité. Pour une interrogation. Ouais, moi, chez C2, je parle de l'art et de la science de C2. Et pour moi, c'est deux choses qui ne s'affrontent pas, qui se complètent. C'est-à-dire que nous, on fait des projets qui demandent de l'innovation. Puis, il y a des choses qu'on se base vraiment sur la science. Mais il y a aussi des choses qu'on vient comme connecter, qui sont plus des visions créatives ou artistiques et qui nous permettent de réaliser ce qu'on fait, nous autres. Et puis, tu vois, en ce moment, on est en train de faire un très gros projet chez C2 pour mieux nommer, si on veut, notre art et notre science et mieux l'éduquer à l'interne, même nos employés. Parce qu'un des enjeux de la pandémie, il y a eu beaucoup de départs dans les entreprises, beaucoup de nouveaux qui se sont joints à nous. Et il y a un danger là, de ne pas bien accueillir ces gens-là puis de ne pas bien les former. T'sais. Fait que toute la notion d'éduquer notre propre équipe sur la manière d'être, la manière de faire, et puis nos propres méthodes, la méthodologie de créer un événement qui va mener à de l'impact, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on doit nous-mêmes. On est en train de créer notre propre université interne, là, si on veut. Alors oui, ça, pour moi, c'est super important. Et donc, je crois que quel que soit le métier que tu vas choisir, si tu n'as pas un minimum de notion de créativité, puis je reviens à ma notion de travail collaboratif, je pense que tu n'es pas aussi bien équipé que tu pourrais l'être. Jacques-André, tu parles de toute la méthodologie que vous avez mise en place pour développer les processus créatifs et tout. Maintenant, au niveau du recrutement, quand vous recrutez des gens, notamment, je suppose, une partie de ces gens-là sont des jeunes, est-ce que vous avez réussi
à être en mesure d'identifier, par exemple, est-ce que le niveau de créativité d'une personne, bon, est-ce que vous êtes capable d'identifier, bon, cette personne-là va avoir un profil créatif, cette personne-là va avoir des aptitudes à collaborer. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé ou vous misez davantage sur le développement à l'interne? On prend des gens avec... en fait, sur quoi vous vous basez pour choisir les gens? Puis après, comment vous faites pour aller développer ce que vous voulez développer chez les gens? Ben, c'est une très bonne question. Puis on s'est rendu compte que oui, on a des critères d'embauche, surtout dans des rôles créatifs, parce qu'on a un département création, expérience, développement de contenu, etc. Donc, tu sais, en ce moment, justement, le problème, c'est qu'on embauche des gens qui ont une belle expérience, puis on se fie à l'expérience, on regarde les portfolios beaucoup, mais on est dans une industrie tu sais, les gens ne sont pas formés pour notre type de métier. Et donc, on est obligé justement, nous autres mêmes, de former de plus en plus à l'interne. Et puis, en cours de pandémie, on s'est rendu compte qu'on était mal équipés, puis qu'on n'avait pas les bons outils. Et donc, quand je parlais du chantier tout à l'heure, là, on est en train de revoir toute l'approche, même les outils. On utilise une nouvelle technologie de type site web pour être en constante évolution de nos outils de formation. Et puis, et c'est drôle parce qu'on avait un comité exécutif hier soir là-dessus, sur les enjeux d'avoir des gens qui apprennent plus vite que ce qu'ils font maintenant quand ils rentrent chez C2, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher d'avoir des gens qui sont pas prêts à être productifs. Puis, tu sais, avec une petite organisation comme nous autres, là, on est vraiment un mom and pop shop. Là, hein, on est 65 employés. Ça fait mal à une organisation quand elle n'est pas en mesure d'avoir des gens productifs. On parle beaucoup de C2 Montréal. C'est quoi la mission de C2 Montréal? Pourquoi on ne parle pas suffisamment d'éducation à C2 Montréal? Pourtant, on dit la créativité, ça se développe, on vient de le dire, ça s'apprend. Est-ce qu'on pourrait, à un moment donné, glisser un peu d'éducation dans ce congrès-là? Mais bon, c'était pas ça la question, c'était un message que je te passais. Message reçu. C'est quoi la mission de C2? Quand Jean-François Bouchard, qui est aussi un des cofondateurs de Sidley, quand ils ont imaginé C2 Montréal, il y avait autour de la table les gens de Sidley, il y avait les gens du Cirque du Soleil. Ils avaient, et moi-même, je l'ai fait, puis probablement vous aussi, on a toutes fait des conférences d'affaires qui sont plates à mourir. Et puis, le highlight de la journée, c'est de passer sa carte d'affaires sur le bord de la petite table à l'hôtel Hilton de Baltimore, en train de prendre un mauvais café. Puis après ça, on rentrait dans une salle avec du néon, et puis il y avait un speaker qui était endormant. Et donc, Jean-François s'est dit, il y a moyen de faire des conférences d'affaires qui vont être inspirantes et qui vont créer de l'impact. Et ils avaient déterminé, C2, ça vient de commerce et créativité. Donc, comment on fait pour que le milieu des affaires, le milieu qui est foncièrement commercial, comment on peut insuffler de la créativité là-dedans, puis avec un objectif qui est double. On peut créer de la croissance, mais on peut aussi créer du progrès. Fait que c'est deux choses qui sont importantes, qui pour nous sont complémentaires. Alors, de la croissance, c'est par exemple le fait qu'on met dans la même pièce, pendant 3 jours, des gens qui ont un intérêt pour rencontrer des gens pour faire croître leur entreprise. Fait qu'il y a un objectif précis de monétisation. Réseautage, mais il y a toutes sortes de techniques, là. Puis je pourrais en parler si vous le souhaitez, mais l'objectif avoué, c'est on veut créer des retombées commerciales, des retombées économiques en connectant les entreprises, les entrepreneurs de Montréal, du Québec, du Canada, entre eux, mais aussi avec des gens venus de l'étranger. Et puis, tu vois, en 2018-2019, là, il s'est fait à chaque année entre 500 et 700 millions de dollars de business durant la conférence de C2 Montréal. En 3 jours. C'est énorme. C'est énorme. La deuxième chose, je parlais de croissance, il y a le progrès aussi. Aborder des sujets pour faire avancer le milieu des affaires. Donc, la diversité, l'équité, l'éducation, plein de sujets qui, à une certaine époque, étaient un peu tabous.
Là, il y a une accélération. Mais tu vois, ces deux, Montréal, pendant la pandémie, en 2020, on a eu la cofondatrice de Black Lives Matter. Puis, ces gens-là, quand ils parlent aux gens d'affaires, là, des fois, ils passent des messages qui sont difficiles à entendre pour les gens d'affaires. C'est sûr. Et c'est comme ça que tu peux inspirer le progrès, etc. Et donc, fait que c'était ça l'idée. Et puis, avec les années, ça a évolué. Moi, quand je suis arrivé en 2020, il y a deux choses que je voulais faire. Puis, je l'avais dit à Jean-François, je vais venir si on peut étendre l'impact de ces deux à des gens plus jeunes et plus diversifiés. Je vous explique pourquoi. Participer à ces deux Montréal, un billet coûte 2500 $. Très cher. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est dédié, grosso modo, à l'élite. Oui, vous avez des programmes, des bénévoles provenant des universités, des collèges et tout ça. De chez nous, oui. Oui, de chez vous, la factory aussi. Mais c'était quand même limité. Et puis, ce qui est formidable de la pandémie, ça a été la capacité de se transformer numériquement à vitesse turbo, là, on le sait, on est ici, ça n'existait pas avant pour vous. Fait que vous aussi, vous êtes transformés, mais nous, on s'est transformés. Puis en 2021, on a lancé un programme qui s'appelle C2 au carré. Et puis l'objectif de ce programme-là, c'est d'avoir autour de la table toutes les personnes qui ne sont jamais invitées. Alors, en 2021, on a connecté 1800 jeunes provenant des communautés autochtones, des différentes communautés culturelles et communautés ethniques, les jeunes femmes en affaires, les jeunes provenant de la communauté LGBTQ2S+. C'était nouveau, ça. C'était nouveau d'avoir une clientèle qui va aussi challenger le progrès, si on veut, dans le milieu des affaires. Mais mon objectif, moi, c'est l'effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon? C'est un papillon bat des ailes en Asie, puis un tsunami en Amérique, là. Et ce que je veux dire par ça, moi, c'est que ça a toujours eu lieu durant ces deux Montréal. Quelqu'un qui arrive avec une idée, qui repart avec un partenaire financier, et puis 2 ans plus tard, c'est une business qui vaut 100 millions, là. C'est arrivé à multiples reprises à ces deux. Puis là, je me suis dit, moi, j'aimerais ça que l'effet papillon, les jeunes y aient le droit. Puis, ce qui m'a beaucoup surpris à un moment donné, puis ce qui a contribué à faire que je veuille faire ce programme-là, c'est une étude que j'ai vue sur les étudiants au HEC. Les étudiants au HEC qui terminent, à 70%, ils ne cherchent pas une job. Ils veulent partir une entreprise. Fait que moi, je me suis dit, si je suis la plus grande conférence d'affaires au pays, il faut que je me connecte sur ces jeunes-là. Il faut que je les aide. Il faut qu'ils nous aident aussi parce que, comme je disais, ils vont accélérer le progrès en affaires, etc. Alors donc, je te dirais que c'est ça. Oui, on parle d'éducation parce que tout le travail qu'on fait d'avoir des conférenciers, des experts sur des sujets complexes ou non, c'est vraiment un travail d'éducation, ça. Et puis, donc, est-ce qu'on pourrait parler plus du système de l'éducation ou ces sujets-là? Pourquoi pas? De partager les idées ou comment insuffler la créativité dans les maisons d'enseignement pour justement la développer, pour quand les jeunes arrivent sur le marché du travail ou à l'université, que ça puisse être des agents multiplicateurs. Moi, c'est un petit peu ça. Puis je pense nous, on le fait beaucoup, comme tu le sais, là, mais on est comme un peu les seuls moutons noirs. Si on était capable de stimuler un peu ce milieu-là en disant, il faut, puis on le dit, ça s'apprend, ça se développe. Donc, comment on le fait à partir de 4 ans jusqu'à, je ne sais pas quel âge, là, dans les écoles? Tout à l'heure, tu as dit, si j'étais ministre de l'Éducation, là, je vais m'adresser au ministre de l'Éducation potentiel en toi. Parce que c'est intéressant, quand tu parles de ces deux, puis du développement des compétences, du réseautage et tout, tu sais, dans le milieu de l'éducation, c'est un milieu qui est relativement stagnant puisque les gens qui évoluent n'ont connu que le système d'éducation. C'est une roue qui tourne. Il n'y a pas beaucoup de sous non plus. Tu l'as mentionné. On n'est pas vraiment dans une démarche où l'innovation fait en sorte que on a besoin de l'innovation pour survivre. L'école existe. C'est comme ça. Les écoles n'ont pas besoin vraiment de se démarquer les unes et les autres. Bref, puis je te donne l'exemple. Tu sais, l'événement South by Southwest qui a lieu à Austin, qui
de réputation est un événement extraordinaire. Donc, moi, il y a 2 ans ou 3 ans, je décide d'assister à la version éducation de South by Southwest. Et c'était la 2e année de l'existence de ce congrès-là. Et moi, je m'attends à faire le party, à être ébloui, à être flabbergasté, à me faire présenter des ateliers qui vont me jeter à terre. Et là, je suis prête. Pour arriver là-bas, dans une espèce de gros centre des congrès, ils vivent les mêmes congrès américains que j'ai vécu dans le passé, c'est-à-dire que tu as différentes salles et on reproduit l'école secondaire telle qu'on la connaît. Il y a des cases, il y a des présentations, puis bof. J'en suis ressortie un peu déçue, puis je me dis, hey, la plus grosse organisation ou une des plus grosses organisations au niveau du congrès, puis du développement de la pensée créative, tout ça, bon, j'espère que personne de l'organisation écoute, ça devrait pas, mais a pas réussi à créer du wow pour un congrès en éducation. Si je te demandais à toi de nous faire un C2 éducation et de renverser et d'inviter tous les acteurs, des profs, ça ressemblerait à quoi? Tu ferais quoi? Bien, je te dirais que nous, on parlait beaucoup de C2 Montréal, mais à côté de C2 Montréal, je suis aussi PDG de C2 International. C2 International, c'est une boîte qui est née de C2 Montréal. C2 Montréal, il y avait des étrangers qui venaient, des Américains, des Européens et tout ça, des dirigeants d'entreprise, et puis ils sont tombés sur le popotin, pour dire le bon mot, justement quand ils ont participé à C2 Montréal. Puis ils nous ont dit, je veux ça, moi. Dans mon pays. Je veux ça dans mon pays, je veux ça dans mon entreprise, je veux ça avec ma communauté. C'est comme ça que C2 International est né. Et puis aujourd'hui, on fait des événements dans toutes sortes d'industries, avec toutes sortes de sujets. Parce que nous, on a réalisé qu'on n'est pas vraiment dans la business de l'événementiel. On est plutôt dans la business d'aider à connecter, engager, énergiser et faire avancer des communautés. C'est votre mission. C'est ça notre mission. C'est ça, parce que tout à l'heure, on a oublié de répondre à la question. Exact. Alors, et puis nous, on a développé l'art et la science de ces deux pour être capable de le faire dans n'importe quel contexte. Puis je vais vous donner des exemples. Quand est arrivée la pandémie, il y a eu un paquet d'organisations dans toutes sortes de secteurs qui se sont dit, OK, là, qu'est-ce que je fais pour m'occuper de ma communauté? Puis il y a même un mot qu'on peut dire à la fin de la communauté, c'est comment je fais pour la monétiser. Parce qu'il n'y a personne qui organise des grands événements, des programmes comme ça, juste pour le fun. C'est parce qu'ils ont un objectif de monétisation ou de croissance, là. Puis ça se décline de plusieurs façons. Fait que donc, en 2020, nous autres, on s'est dit, si on se présente comme une boîte d'événementiel, il n'y en a plus d'événements. Alors, on ne survivra pas. Puis en discutant à l'interne, puis en utilisant la même méthode qu'on utilise pour nos clients, on a essayé de définir un peu mieux ce qu'on devait faire pour survivre. Donc, on avait un gros problème. Il fallait trouver une nouvelle approche créative de se présenter dans le marché. Puis, c'est comme ça. Donc, on l'a appelé en anglais parce qu'on travaille beaucoup à l'international. We are convener of communities. On est un rassembleur de communautés. Et on l'a fait dans toutes sortes d'industries. Je vous donne un exemple. L'Institut neurologique de l'Université McGill nous a appelés puis nous a dit, nous autres, là, notre mission, c'est de faire avancer la science. Donc, c'est pas de faire des ventes, c'est pas ça, là. C'est de faire avancer la science. Mais on n'est pas capable parce qu'on n'est pas capable de rassembler nos scientifiques de l'international. Fait que nous, on a montré un programme pour eux autres, pour ça. Novartis est venu nous voir puis nous a dit, nous, on voudrait réinventer la manière dont on soigne la santé, dont on traite la santé cardiovasculaire au Canada. On a monté toute une stratégie pan-canadienne pour les aider à faire avancer ça. Fait que là, je vais commencer à répondre à ta question. Et nous autres, on croit beaucoup au pouvoir du travail collaboratif, de la créativité et du pouvoir de la collectivité des gens ensemble. Il y a une énergie que tu es capable de créer en mettant des gens ensemble puis en les accompagnant. Et donc, c'est ce qu'on fait, nous autres. Alors, si on le faisait dans le domaine de l'éducation, là, d'abord, on aurait beaucoup de discussions pour comprendre les différentes problématiques. Après ça, on essaierait d'identifier qui sont les influenceurs, ceux qui peuvent avoir de l'impact là-dessus. Mm-hmm. Et puis, faudrait les identifier.
Et souvent, c'est des gens qui s'affrontent, même. Tu sais, comme je parlais de Novartis, ça veut dire qu'il y avait des patients, des médecins, des scientifiques, des politiciens, ce qu'on appelle les advocates, là, ceux qui défendent le droit. Tu sais, et donc, ça amène des chocs d'idées. Et puis, donc, ce qu'on aimerait faire dans un dossier comme ça, là, c'est on montrait quelque chose qui ne serait pas juste un événement, parce que tu ne peux pas faire avancer les choses juste avec un événement. L'événement, c'est comme un moment d'engagement ultime, mais il y a un travail qui doit se faire avant, à l'événement, puis après. Et avec une stratégie, avec des métriques très claires, parce que vous, si vous nous demandiez de faire un événement, vous nous donneriez un objectif d'affaires. On veut, par exemple, faire bouger le gouvernement sur cette chose-là. Ou on veut convaincre d'autres institutions que la nôtre pour faire ça. Et donc, ça s'inscrit vraiment dans une méthodologie d'affaires qui va mener à un impact. Puis c'est pour ça que nous autres, on a un succès assez important. Puis que, par exemple, là, au mois d'avril, à Chicago, on fait un événement pour Ernst & Young. Ça s'appelle EY Innovation Realize. Et il rassemble 300 CEO du monde entier, comme si c'était des étudiants, pour les faire avancer, puis faire que ces gens-là qui ont du pouvoir vont faire avancer le milieu des affaires. Tu ne verras pas du tout la marque C2 parce que on le fait 100%, c'est 100% nous autres qui le faisons sous la marque EY pour les besoins de EY. Donc, on est habitué à faire ce genre de choses-là. Alors, ça sera un très beau défi. En ce moment, je commence à travailler sur un méga projet sur réinventer la manière dont on traite la pauvreté. Ça, c'est des choses qui m'allument. C'est une des raisons pour lesquelles je suis allé à C2. Puis l'autre chose que j'avais dit, je t'ai dit tout à l'heure, il y a 2 choses que je voulais faire à C2, c'était ouvrir, si on veut, la marque sur être moins élitiste, donc plus ouvert sur d'autres communautés. Puis l'autre chose que j'avais dit à Jean-François à l'époque, c'est que je veux faire quelque chose pour les Autochtones. Et nous, moi j'ai défini que moi j'avais du pouvoir dans le milieu des affaires. Et donc, je ne peux pas aider sur des choses qui sont des gros enjeux pour les communautés autochtones, mais il y a des choses que je peux faire. Puis, on a réussi à C2 Montréal cette année. On avait le grand chef Picard. Et puis, C2 a contribué à l'organisation du premier grand cercle économique du Québec autochtone. Et mon objectif, moi, puis c'est ce que j'avais dit à mes partenaires autochtones, c'est moi, je suis capable d'asseoir à la même table le Québec Inc. avec les entreprises autochtones. Puis, il y a du progrès qui peut se faire, puis de la croissance qui peut se faire avec ça. Et puis, ça a été un premier geste qu'on a fait, puis on va continuer dans ce sens-là. Je m'adresse encore au ministre de l'Éducation potentielle ou depuis qu'on discute, je t'ai entendu parler de créativité, de collaboration, de ce qu'on appelle les compétences, les soft skills ou les compétences essentielles ou les compétences du 21e siècle. Maintenant, une école, puis là, je parle pas d'études supérieures, je parle pas d'université, mais je parle d'école primaire, secondaire. Puis toi, tu as été toi-même élève, étudiant, tu as des enfants, tu les as vus aller à l'école. Une école qui se donnerait réellement le mandat de prioriser le développement de ces compétences-là. Ça ressemble à quoi? Il se passe quoi? Toi, ce serait quoi les ingrédients clés ou les actions clés que tu injecterais dans cette école-là? Ça ressemblerait à quoi? Et il y a une sous-question. En 2022, c'est quoi les thématiques ou les enjeux clés qu'on doit injecter dans une école? Tu sais, comment est-ce qu'on rend l'école bien actuelle? Tu parlais, par exemple, de la question des Autochtones, l'aspect de développement durable, l'aspect d'impact social est drôlement importante. C'est un peu ce que je veux dire. C'est quoi les thématiques qu'on doit injecter à l'école? Donc, 2 questions. 1, ça fait quoi? Comment ça s'y prend? Une école qui développe réellement les compétences globales. Ça ressemble à quoi le véhicule quotidien dans une journée type? Puis, deuxièmement, c'est quoi les thématiques nécessaires dans une école? C'est pas facile, cette question-là. Écoute, force est de constater que je suis pas du tout un ministre de l'Éducation. C'est pas grave. Mais je te dirais que je suis très mal placé pour répondre à ça. Disons que moi, l'impression que j'ai, c'est comme quand j'étais étudiant, j'ai pas été formé pour être un citoyen. Fait que pour moi, ce gros mot-là, du citoyen, là, c'est quelque chose que
instinctivement, j'ai l'impression que ça serait important de réfléchir à l'éducation, pas juste du point de vue du travailleur, mais du citoyen. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse. Et l'autre chose, c'est que moi, ce que je me souviens, c'était des travails d'équipe. Et puis, c'était poche en tabarnouche. Parce que les travails d'équipe, c'était finalement 1 ou 2 personnes qui drivaient le groupe. Et puis, on se séparait ça. Fait qu'on était 5 personnes à faire chacun notre funnel, notre petit bout du travail, là, tu sais. Mais il n'y avait pas la somme des parties plus importante que chacune des parties prises séparément, là, tu sais. Et donc, fait que c'est très tactique, ce que je te dis là, mais moi, puis je reviens souvent là-dessus, j'ai découvert le pouvoir de la communauté, du groupe, et puis des gens qui travaillent vraiment ensemble, là. Ça, c'est extraordinaire. C'est comme ça que le monde change, d'après moi. Et puis, ça s'applique à des petits problèmes puis à des grands problèmes. Un projet sur lequel je travaille, puis je ne sais pas si on va réussir cette année, mais j'aimerais ça, à C2 Montréal, avoir un lieu qui serait un lieu où tu amènes ton problème, puis la communauté t'aide à le solutionner. Fait que ça, c'est un projet sur lequel je vais travailler. L'autre chose puis donc, c'est un peu... j'essaie de le faire à C2, un peu comme j'aimerais qu'on le fasse à l'école. L'autre chose sur laquelle je travaille, c'est un nouveau format. Et ce que c'est imaginer une salle, une grande salle designée à la C2, là, donc qui inspirante, qui amène les gens à travailler ensemble. Parce que le design peut aider. Mais ce que c'est ça, c'est un lieu où vous avez différents spécialistes ou différents experts et puis tu choisis ce que tu viens faire. Donc, tu vas rentrer dans la pièce puis tu vas avoir Hugo qui va être dans la pièce puis à cette table-là, on va parler d'éducation. Et l'idée, là, c'est de prendre un problème là puis de l'amener là. Et le mot le plus important en ce moment dans ma vie personnelle et d'affaires, c'est la notion d'impact. Probablement parce que je vieillis, puis je me dis que j'ai de moins en moins de temps pour que des choses dépassent la parole, que ça arrive à l'impact. Tu sais. Et donc, en ce moment, c'est ce que je cherche à faire. Donc, je cherche beaucoup dans ma carrière, puis C2, j'ai un outil formidable pour le faire. Là. Comment je fais pour créer de l'impact? Tu sais, je parlais de la communauté autochtone. Moi, je voulais vraiment rapidement dépasser la question de on jase, là, tu sais, puis on ressort, puis il n'y a rien qui a avancé. Non, comment on fait pour qu'à la fin de la discussion, il y ait un impact économique ou autre, là, tu sais. Donc, je pense que je me suis complètement égaré sur ta réponse. Non, c'est excellent. Tu nous donnes de très bonnes pistes d'ailleurs. On va certainement récupérer ces idées-là parce que ce que tu as abordé, c'est vraiment une approche qui est davantage en résolution de problèmes. Ouais. Une vraie approche de collaboration. Puis ça demande qu'on travaille justement autour de situations qui sont réelles puis pas artificielles. Puis aussi l'idée de gérer une situation, tu sais, ou un problème, d'amener ça du point A au point B au point... Puis ça, c'est de l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, toi, est-ce que tu souhaiterais voir davantage une culture entrepreneuriale injectée à l'école? Oui et non. Oui, parce que je crois que pour ça, ça a un impact. Mais de la même façon que tu veux pas juste de la recherche faite par les compagnies pharmaceutiques, tu veux de la recherche aussi qui est purement scientifique. J'oublie le terme pour ce type de recherche-là. Là. Mais je pense que tu as besoin des deux. Tu sais. Comprends-tu ce que je veux dire? Dans le sens que tu veux pas une école drivée juste par des entrepreneurs. Non. Puis tu veux pas une école qui est drivée juste par le yang de l'entrepreneur, là, le yin et le yang. Là, je pense qu'il y a un bel équilibre. Là. Puis en même temps, comme je disais, je veux pas juste des travailleurs. Je veux pas juste qu'on développe des travailleurs, je veux qu'on développe des citoyens. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as offert une partie de tes terres à des agriculteurs pour avoir un impact en disant, moi je vais accélérer, puis je vais leur... Au lieu juste de parler, puis moi je te rejoins beaucoup là-dessus, on parle beaucoup, mais malheureusement il y a peu de choses qui se passent un peu... Comme on disait tout à l'heure, il y en a beaucoup qui ont des idées, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'idées qui prennent forme. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as dit moi j'ai de la terre, là, j'en ai beaucoup?
Agriculteurs, venez tester, venez faire des choses pour faire avancer la patente. Il y a exactement 1 an, en mars 2021, je me suis levé un matin, puis il faisait gris. Moi, je suis chanceux, je vis à Bolton West, en banlieue de Knowlton. Il n'y a pas de banlieue à Knowlton. Je suis en arrière-pays, une ancienne ferme, 115 acres, magnifique spot, là, tu sais, puis je suis hyper chanceux. Et puis, je suis chanceux parce que moi, j'ai vendu mon entreprise, j'ai atteint une indépendance financière à ce moment-là et tout ça. Et évidemment, dans des conditions comme ça, tu cherches à redonner. Puis ça fait longtemps que je regardais la terre chez nous, puis je me disais, c'est plate parce qu'elle ne contribue plus. Il n'y a plus de contribution qui vient, parce que moi, je ne suis pas un agriculteur. Je prêtais ma terre à mon voisin qui faisait le foin et tout ça, mais ça manquait pour moi d'ambition. Tu sais. Et ce matin-là, j'ai eu une bulle au cerveau, puis je suis allé mettre un long texte sur Facebook qui disait, puis j'en ai parlé avec ma blonde, puis on s'est présenté comme 2 cinquantenaires qui veulent faire quelque chose pour aider quelqu'un. Donc, pay it forward, là, comme ils disent, payer au suivant. Et j'ai invité des jeunes de la région qui auraient un projet agricole innovant à venir nous voir, que j'étais prêt à investir dans leur projet, pas contre des actions, vraiment sous forme de donation. Prêter mes terres plutôt que les louer, prêter mes bâtiments, même de les rénover en fonction de... Fait que, tu sais, je m'attendais à avoir 2-3 personnes. J'ai reçu 100 projets. J'en ai reçu d'Afrique même. Des gens qui étaient prêts à venir. Fait que ça a été complètement fou, là. Puis là, c'est devenu un projet stressant. Mais qui te vide la tête. Ouais, mais là, je t'ai rendu... puis tu parlais de ma blonde tout à l'heure. Là. Ma blonde a dit, là, tu vas te calmer, on va se faire accompagner. Et puis, on a trouvé un organisme dans la région qui est littéralement le Tinder des agriculteurs et des propriétaires. Ça existait. Alors, c'est un organisme qui fait du maillage. En général, c'est pour des transactions. Dans mon cas, il n'y avait pas de transaction, mais c'est le même principe. Et donc, comme ça, on s'est fait accompagner et puis on est tombé sur une jeune femme, jeune mère monoparentale qui avait un projet qui nous a fait triper. La personne nous a fait triper. Et donc, et elle, tu sais, j'aime l'innovation, puis elle est arrivée avec un projet vieux comme la terre, puis super innovant à quelque part. Elle fait de la production animale régénératrice. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle élève des animaux pour régénérer la terre, pour que la terre ait une valeur au niveau environnemental. Parce qu'une terre qui meurt, c'est une terre qui ne va plus capter le carbone, etc. Et puis, tu as beaucoup de terre en friche parce que les gens ne s'en occupent pas. Et donc, étonnamment, son produit, c'est de la viande bio qu'elle vend, mais le vrai objectif de son entreprise, c'est de régénérer les sols. Et elle utilise des méthodologies vieilles comme la terre qui maintenant sont reprises par des scientifiques. C'est de faire brouter les animaux en les déplaçant plusieurs fois par jour, comme des bisons faisaient dans les grandes plaines de l'Ouest, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent jamais. Mais c'est tout un processus de régénération. Et donc, bref, tout ça pour dire que ce que je voulais à ce moment-là, c'est avoir un impact. Puis aujourd'hui, l'entreprise fonctionne, l'entreprise fait de l'argent, elle s'est créée une réputation parce que nous, on est très bons en communication, on l'a aidé, tout ça. Et donc, oui, ça, c'était une façon personnelle, moi, de créer de l'impact. Et puis, ça revient à ce mot-clé-là qui m'anime beaucoup en ce moment. 2 choses très intéressantes dans ce que tu viens de dire. Un, vraiment l'amalgame entre la communauté et, des entrepreneurs ou des entreprises. L'autre chose, c'est fou comment on constate à quel point l'interdisciplinarité est présente dans tous les enjeux émergents. On parle d'agriculture, mais il y a un fort aspect scientifique là-dedans. Puis, il y a un fort aspect entrepreneurial aussi, ça prend un peu de tout. Est-ce que l'interdisciplinarité, par exemple, à ces deux, est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement ou vous le travaillez consciemment? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, l'espèce de feeling de Band of Brothers. Là. Quand tu es en groupe, souvent, c'est plein de gens qui ont des fonctions différentes. Mais en les connectant comme il faut, tu es capable de te rendre plus loin. Hein? Et puis, c'est ce dont tu parles. C'était déjà quelque chose qui était fort au sein de ces deux. Okay. Ce que j'ai travaillé, moi, beaucoup, c'est la territorialité.
Non, moi, la création, c'est moi. Toi, c'est les finances. Moi, c'est le marketing. Toi, c'est les contenus. Ouais. Cette espèce de territorialité, pour moi, est un frein à ce que tu décrivais là. Tu sais. Et puis j'ai vu que des projets étaient meilleurs quand, justement, on était capable de discuter d'enjeux qui appartiennent à quelqu'un, techniquement, mais qui... Puis tu sais, tout à l'heure, je te parlais de voir le problème d'un différent point de vue. Là. Quand tu regardes une photo de 10 personnes qui sont à 50 pieds l'une de l'autre, si elle est prise comme ça, tu as l'impression qu'ils sont tous proches l'un de l'autre. Si tu prends la photo comme ça, tu vas te rendre compte qu'il y a 50 pieds qui les séparent. Fait que donc, avoir un regard avec un point de vue différent, souvent, te montre la situation différente, puis tu peux trouver des solutions différentes. Et donc, ça, moi, je valorise ça beaucoup. Et puis, le travail je te dirais que un gros travail que j'ai fait au sein de C2, c'est de vraiment créer une équipe qui est une équipe. Et non 5 équipes qui travaillent ensemble, mais une équipe qui travaille ensemble. Puis ça a parti au niveau du comité exécutif. J'ai beaucoup travaillé sur la confiance. Parce qu'une équipe qui ne se fait pas confiance, c'est une équipe qui n'osera pas challenger, qui n'osera pas donner son opinion. Puis on a tous été dans des meetings où il y a une discussion, le meeting termine, puis les vraies discussions commencent après. Ah, ben là, je n'étais pas d'accord. Hugo, il a dit ça, ça n'a pas d'allure. Oui, vraiment. Tu comprends là, ce que je dis? Oui, absolument. Mais ça, c'est le principal frein à la réussite d'une équipe. S'il n'y a pas la confiance, tu n'auras jamais les conversations difficiles, puis tu ne pourras jamais passer par-dessus la comment on fait problématique. pour développer comment tu as fait pour aller développer cette confiance-là? À C2, tout le monde doit lire le même livre, qui est un livre qui s'appelle « The 5 Dysfunctions of a Team ». Je pense que je le cite comme faux. Et pour réaliser, justement, puis la première dysfonction, il y en a d'autres après, là, mais c'est la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a rien qui va arriver. Et donc, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que j'avais une équipe qui ne se faisait pas confiance. Fait que ça a été des semaines, des mois de travail. J'ai même fait des changements dans l'équipe parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses qui n'arriveraient pas. Là, il y avait une toxicité, puis pas à cause de la faute des gens. À un moment donné, ça ne matche pas. C'est ça, la balle ne roule pas. Et puis ça a amené une capacité d'avancer plus vite, d'avoir un alignement plus rapide, de prendre des décisions. Puis que, tu sais, l'autre problème qu'on a, là, c'est qu'on prend une décision et puis 2 semaines plus tard, elle est challengée. Mais c'est parce que la discussion n'a pas vraiment eu lieu, puis elle n'était pas d'accord. Fait qu'elle va tout faire pour que ça ne marche pas. Tu sais, fait que donc, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur tout ça. Là. Je me souviens plus de la question. Bien, la question, c'était comment on développe, comment on arrive à la construire, cette confiance-là, tu sais. Puis... chez les jeunes aussi. Oui, puis chez les jeunes aussi. Puis, tu sais, quand on parle de confiance, moi, ça m'amène à avoir envie de te parler de la prise de risque parce que on parlait de l'importance de la prise de risque, par exemple, quand on est en processus de création. Mais quand tu dois gérer une business, puis que, oui, tu veux qu'il y ait une prise de risque, puis tu veux que les gens prennent des risques, donc il y a toute cette culture-là de l'erreur que tu dois instaurer, mais en même temps, toi, tu peux pas perdre des millions en arrière, là, tu sais. Fait que il faut comme gérer ce risque-là. C'est quoi les stratégies que vous mettez en place pour encourager la prise de risque, mais en même temps avoir des filets de sécurité? Tu sais, comment vous réussissez ça? C'est une bonne question. Puis quiconque a dirigé une entreprise, c'est que, comme dirigeant de l'entreprise, il va prendre des décisions qui mettent à risque l'entreprise. C'est commun. Et puis, le niveau de risque va varier. Il y a des petits risques, il y a des gros risques. Et plus tu te rapproches du gros risque, plus tu dois, avant de prendre la décision, avoir fait un travail. Lorsque tu proposes la décision, elle est déjà acceptée à quelque part. C'est comme, Hugo, tu as un conseil d'administration, toi? Je suis 100% certain qu'Hugo, avant de présenter ses gros projets, a fait tout le travail avant le conseil d'administration. Complètement certain. Parce que sinon, il va se présenter devant un conseil qui n'est pas aligné. Il va se présenter devant un conseil qui n'a pas eu le temps de réfléchir.
la décision va se prendre, mais elle va juste appartenir à Hugo, versus que ce que tu souhaites, c'est que la décision qui est proposée par Hugo soit alignée avec tout le monde, puis que tout le monde embarque. T'sais. Alors, ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas. C'est des choses qu'on n'explique pas. Et puis, bref, moi, je suis habitué, j'ai travaillé avec des conseils d'administration, j'ai des copropriétaires d'une entreprise et tout ça. Si tu pars en cow-boy puis tu fais des affaires risquées puis que tu n'as embarqué personne dans ton projet, c'est comme ça que les têtes sautent rapidement là, aussi. Là, t'sais. Alors, puis il y a toute la culture de l'entreprise. Est-ce que ton entreprise est risk advert, c'est-à-dire, tu sais, il y a des entreprises, il y a des industries qui n'aiment pas le risque. Il y en a d'autres qui aiment le risque. Après ça, bien, il y a toutes les questions d'est-ce que c'est une entreprise privée, une entreprise publique. Mais je te dirais que c'est un sujet en soi, ça. Vous embauchez des jeunes qui sortent de l'école et est-ce que il y a des constats que vous faites que, il y a des lacunes ou il y a des choses qui, plus clairement qu'avant, l'école se doit rapidement de se revirer de bord et de mieux préparer les jeunes pour ces aspects-là. Puis tu sais, j'avais une discussion avec mon plus vieux à la maison qui, lui, vient de finir une maîtrise, il a fait un bac en sciences politiques puis une maîtrise en gestion des organisations. Puis il me dit, je viens de faire tout ça, là, des années d'études. Tu sais, j'ai 25-26 ans, là. Puis il dit, j'ai aucune idée ce à quoi mon travail va ressembler et ce que je vais avoir besoin de faire. C'est le néant complet. Et moi, je sais très bien que quand il va entrer sur le milieu du travail, il va avoir à réapprendre plein de choses ou à apprendre plein de choses parce qu'il va avoir un grand écart entre sa formation et la réalité du milieu du travail. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a des constats, puis encore une fois, on ne veut pas généraliser, on ne veut pas faire un constat sur les jeunes, mais est-ce que toi, de façon urgente ou importante, il y a des choses que tu vois que là, l'écart entre l'école puis le milieu du travail, c'est vraiment trop grand et c'est pire qu'avant. C'est une bonne question. Nous, on embauche beaucoup. On a comme un club école. Hein? À chaque année, on fait C2 Montréal, on embauche des jeunes pour travailler sur l'événement. Et puis, on est capable d'identifier tout de suite des futurs employés. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont trouvé des méthodologies, justement, pour identifier les meilleurs, ceux qui vont être le plus proches de leur culture. Et puis, c'est beaucoup dans les soft skills que ça se passe. Fait que nous, on aime, tu sais, des fois, on va aller chercher des gens qui n'ont pas nécessairement les compétences, mais qui ont les soft skills, puis on sait qu'ils vont bien avancer, puis avancer même des fois plus vite, puis être... il y a aussi la résistance au changement, là, qui est un gros problème dans les organisations qui sont continuellement dans le changement, là, particulièrement dans notre industrie en ce moment. Mais je te dirais que les gaps que j'ai identifiés tout à l'heure, là, les manquements que j'ai identifiés sur la capacité du travail collaboratif sont majeurs dans une industrie créative. Dans l'industrie créative, là, je te dirais que ça manque de formation. La factory fait un travail remarquable. C'est une bonne place, là. Et puis, il y a toute la notion aussi... c'est drôle parce que dans une industrie comme la nôtre, on gère des projets. Puis, toute la notion de la gestion de projet, project management, là, c'est souvent dans les universités présenté comme des cours additionnels. Là. Mais pour certaines industries, ça devrait être vraiment central. Là, Puis même, est-ce que l'approche par projet ou la gestion de projet ne devrait pas être une méthodologie obligatoire? Mais, c'est ce que je dis, oui, exactement. Exact. Mais travail collaboratif, gestion de projet, méthode agile, toutes sortes de choses comme ça. Sachant que l'industrie doit investir des sommes importantes dans la formation, puis perd du temps, puis de l'argent, etc., ben pas perd, mais investit de l'argent dans une formation qui est post-scolaire et que, je veux dire, la société déploie des montants importants dans le système d'éducation au Québec, qui est très bon, ceci dit, mais puis qui est accessible aussi. Est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt, puis peut-être que tu vas me dire que ça se fait déjà, mais est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à faire travailler davantage, même peut-être rendre obligatoire l'investissement de l'entreprise dans les universités ou dans les écoles et vice-versa, c'est-à-dire est-ce que cette collaboration-là, puis on pourrait faire le même lien avec les communautés, mais
est-ce qu'on ne devrait pas faire travailler davantage l'industrie puis l'école ensemble? Je pense que ça arrive dans certaines industries. Tu sais, nous, comme entreprise, on a le devoir de dépenser 1% de notre chiffre d'affaires en formation. C'est pas une obligation, parce que si tu le dépenses pas, faut que tu le payes en impôts, là. Mais pour moi, c'est un devoir. Fait que, et de la manière, comme entrepreneur, ce qu'on regarde, c'est on identifie les manques dans notre organisation, puis on travaille ça. T'sais. Alors, donc, nous, à chaque année, on définit quelle est la stratégie de formation, d'éducation qu'on va donner à l'entreprise. Puis c'est vraiment en fonction des manquements qu'on a. Là. Puis donc, on fait une espèce on vient pallier, si on veut, là, à quelque part. Puis je me souviens, quand je parlais avec ma fille, quand elle a fini l'université, j'ai dit, selon moi, il te manque 2 choses. Là, fait que tu devrais aller le chercher parce que ça va te manquer rapidement dans ton travail. Donc, ce que je voyais, c'est qu'elle sortait, puis même avec un bon bac, il y avait des choses il y avait un gap entre la fin de l'école puis son travail qu'elle allait avoir à faire. Alors, oui, ça pourrait être une bonne stratégie de connecter différentes universités ou collégiaux en identifiant, puis chacune des institutions pourrait se spécialiser dans quelque chose. Là, moi, j'haïrais pas ça, là, avoir... chez nous, dans le milieu culturel, dans le milieu de l'événementiel, on embauche beaucoup d'étudiants sortant du programme de communication, gestion de projets culturels de l'UQAM, par exemple. On regarde qui sort à chaque année, tout ça. Ça existe déjà un peu, c'est organique, là, si on veut. Ça pourrait s'organiser, en effet. Le temps passe, Jacques-André, puis je voudrais te remercier pour ta générosité, d'avoir pris du temps pour nous faire partager ta vision, tes passions, ton authenticité. Moi, je parle plus depuis 10 minutes parce que je suis parti sur C2 éducation. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si c'est quelque chose qui rentrerait dans vos cordes. Mais regarde, je vais te faire une offre en ondes. D'accord. OK? Alors, on pourrait faire quelque chose avec vous durant C2 Montréal où on aura une des tables de travail collaboratif où on pourrait discuter de ça, puis faire avancer la discussion avec l'industrie, avec des gens de l'industrie créative. Alors, je suis prêt à le regarder. Très content. Voilà. Merci, mais je vais venir te voir pour faire affaire avec C2 Montréal. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse s'organiser, parce que tu sais qu'une des missions, puis c'est une de mes missions personnelles, c'est que nous voulons changer l'école, et j'aimerais ça si on pouvait organiser un C2 éducation à la hauteur d'un C2 Montréal. On irait chercher des acteurs internationaux, locaux, pour réfléchir vraiment pendant 2-3 jours, pour arriver derrière à faire des changements. Comme tu le disais, là, c'est bien beau de discuter pendant 2-3 jours, mais s'il ne se passe rien derrière, moi non plus, ça ne m'intéresse pas. Là, voilà. Moi, je vais avoir un impact pour les enfants. Donc, à un moment donné, j'aimerais ça qu'on puisse s'asseoir. C'est possible, c'est pas possible. On va trouver des partenaires financiers. Il y a des gens qui veulent... Il y a plein de gens qui se sont ennuyés à l'école, qui ont décroché. Ils ont eu la chance, ces gens-là, de raccrocher pour différentes raisons, mais il y a trop de personnes actuellement sur des bancs de la société qui sont très talentueux, qui n'ont pas pu se développer parce que l'école ne s'est pas adaptée à eux ou parce que l'école les a, entre guillemets, mal formés. Puis je pense c'est un mandat important dans une société. On le dit là, qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est l'éducation. Il y a quelque chose à faire, puis j'aimerais ça qu'on puisse s'asseoir et dire c'est possible, c'est pas possible, parce qu'il faut que je me sorte ça de ma tête, parce que ça va m'obséder pendant des semaines sinon. C'est possible. OK, c'est possible. Alors on s'assoit. Un grand merci. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt et merci aux auditrices et auditeurs encore une fois. Bonne journée. Bonne journée.